Salut mes belles lumières d'amour et bon retour sur cette chaîne, la chaîne qui s'appelle Alice Light, les enfants de la lumière. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un magnifique week-end. Je dis ça parce qu'on est lundi, mais peut-être que je posterai pas la vidéo un lundi. Bon, si tu ne me connais pas encore, merci à toi et bienvenue sur cette vidéo. Sur cette chaîne YouTube, je présente tout simplement ce que j'ai vécu en tant qu'enfant de parents narcissiques. Donc je me présente, je m'appelle Alice Light et en fait je suis fille d'une maman pervers narcissique, donc d'une mère narcissique et d'un papa sain. Donc d'un père sain qui a des comportements normaux. Je fais cette petite vidéo improvisée, encore une fois, sur le sujet de la sensibilité. Ouais, on va dire ça comme ça. Alors, c'est vrai que j'ai souvent entendu, j'ai eu souvent des conversations qui revenaient sur ce sujet-là. L'hypersensibilité, le fait qu'on soit hypersensible en tant qu'individu, fait souvent qu'on peut être la proie d'un pervers narcissique comme si ça allait avec. Vous savez, c'est un peu l'histoire du Joker et du Batman. C'est-à-dire que Batman, il a le syndrome du sauveur, hein, donc pour ceux qui ont vu mes vidéos sur Instagram, parce que je fais des lives sur Instagram, donc je fais des séances de FT en live, etc. Il y a plein de choses qui arrivent. Donc voilà. Et en fait, Batman, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de sauver sa ville, sinon il n'existe pas sans sauver. Si tu enlèves le fait qu'il a toujours besoin d'intervenir, de sauver les gens, de sauver les choses, les situations, sa ville, etc., en fait, forcément, quelque part, il a besoin des méchants, d'accord? Il a besoin des méchants. Le Joker, c'est un méchant très très spécial, hein, qui a, on ne sait pas exactement si elle est sociopathe, psychopathe, donc souvent dans les romans, dans les films, etc., le méchant, il est mal construit parce qu'en fait, le vrai méchant, on va leur donner un passé, on va leur donner une histoire, et c'est vrai, hein, les psychopathes et les sociopathes, ils ont une histoire. Le psychopathe, il a un cerveau qui est pas fait pour ressentir la peur ou les émotions comme vous. Donc voilà, ce qui fait qu'il peut avoir un cadavre dans sa voiture, ça le dérange pas, tout va bien, et vivre une journée comme vous et moi. Donc voilà. Et même s'il rencontre un flic qui lui demande ses papiers, il n'y a pas de problème, hein, ça va pas l'inquiéter. Quant au sociopathe, il l'est devenu par rapport à ce qu'il a vécu dans sa vie, dans son enfance. Et il a fini par ne plus avoir peur de faire du mal, ne plus avoir de remords, de doutes, de peur de tuer l'autre. Et donc souvent les méchants, en fait, on oublie toutes ces caractéristiques psychologiques. Et donc le Joker, il a ce côté-là où il est tout le temps dans la provocation avec Batman. Parce qu'il sait que Batman va réagir. Il sait que de toute façon, il a besoin de quelqu'un, le Joker. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant pour un sociopathe ou un psychopathe de vivre tout seul. Et c'est pareil pour le narcissique. Le narcissique ne peut pas vivre tout seul. Il a besoin de vous. Si vous n'êtes plus là, mais par qui va-t-il être admiré? Si vous n'êtes plus là, mais de qui, de quel monde, de quelle notion sera-t-il le centre du monde? Comment peut-il avoir des notions de grandeur? Comment peut-il s'amuser avec vous? Comment peut-il vous traiter comme un objet si vous n'êtes plus là? Si vous n'êtes plus son objet, il n'a plus d'objet. Si le Joker, il n'avait pas un Batman, et si c'était pas un Batman, on pourrait dire qu'il y aurait un autre super-héros, mais si on enlève les super-héros, il n'y a plus de Joker. D'accord? Si tu enlèves le super-héros, il n'y a plus de Joker. Il y a des gens comme vous et moi qui sont des policiers et qui font leur métier sans être dans le syndrome du sauveur, sans avoir des problèmes de vouloir se tuer pour sauver la ville comme Batman le fait jusqu'à en être incapable après parce qu'il est pas bien, il est malade, etc. Et c'est intéressant l'histoire de Batman parce que quand je vous parle du syndrome du sauveur, il a dans ses origines, quand on regarde l'histoire de Batman, il a perdu ses parents jeunes, donc qui c'est qu'il cherche à sauver? Quand il cherche à sauver la ville, est-ce qu'il cherche pas à sauver tous les adultes et les enfants qui ont vécu son histoire? C'est intéressant le syndrome du sauveur. D'ailleurs, en parlant de syndrome du sauveur, oui, c'est vrai, souvent les gens qui sont, pas souvent, pas tout le temps, mais ça peut arriver, qu'il y ait des infirmiers, des pompiers, des flics, tous les métiers de l'aide, même les métiers comme par exemple ce que je fais, coach praticienne en EFT, on est souvent des gens qui soit avons encore le syndrome du sauveur et donc on finit en burn-out parce qu'on veut tellement donner qu'on ne s'arrête pas et c'est à perte. C'est à perte parce que ça n'a plus de sens, parce qu'on ne fait pas ça en échange si vous voulez, ça nous apporte de la satisfaction mais ça va pas vous nourrir. Il n'y a pas de retour dans le sens où on n'est pas aligné avec quelqu'un qui va aussi nous donner. Parce que ça fonctionne comme ça, en fait, les échanges dans la vie. C'est, vous imaginez un tableau,
Vous avez la colonne 1, c'est donner, la colonne 2, c'est recevoir, la colonne en dessous, c'est accepter, et la colonne en dessous, c'est refuser. Souvent, le sauveur, il donne, mais en excès. C'est-à-dire que derrière, il a du mal à accepter qu'on lui donne. Derrière, il va refuser quand on lui propose de l'aide et qu'il en a besoin. Et derrière, il a du mal à recevoir. Si Batman n'était pas cette personne que le Joker peut provoquer, parce qu'il a, on va dire, c'est pas une faiblesse, comment je pourrais dire ça? Il a cette sensibilité de vouloir absolument sauver le monde. C'est plus fort que lui, parce que c'est ce qu'il a vécu dans son histoire, parce que c'est tout ce qu'il sait faire, c'est-à-dire que c'est la manière dont il croit qu'on peut être aimé. Parce que quand on a le syndrome du sauveur, on comprend pas que même si on sauve pas l'autre, on peut être aimé, et on mérite d'être aimé. C'est souvent, tout est toujours lié à l'amour et à l'estime de soi. On en revient toujours à cette notion tout en haut de l'échelle, l'amour. Mais vraiment toujours, même s'il y a plein de peurs, plein de strates avant qui sont là et qui vont faire que, mais cette sensibilité qu'on a en soi, c'est aussi ce qui va attirer les gens. Pourquoi je vous dis ça? Là, je vous ai parlé de l'exemple de Batman et du Joker. Je viens de vous dire que si le Joker n'avait pas de banane, si le Joker n'avait pas de Batman, euh, il pourrait pas exister. Mais c'est la même chose que le pervers narcissique. Si demain vous êtes plus dans la relation avec le pervers narcissique, si vous êtes plus en lien avec la personne narcissique, ou le sociopathe, ou le psychopathe, ou le parent maltraitant, ou le conjoint maltraitant, ben en fait, vous récupérez votre pouvoir et surtout, vous êtes plus soumis. Vous êtes plus soumis à cette réponse du et je suis sensible à ça et il le sait, il va me provoquer et je vais répondre à cette sensibilité. Donc là, on a l'intervention du triangle de Karpman, je vous ferai une vidéo spéciale dédiée à tout ça. Vous êtes plus dans ce combat à cause de cette sensibilité-là. Cette sensibilité, elle vous appartient, vous la récupérez et vous ne laissez plus personne jouer avec. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'entends souvent les gens dire qu'il y a un lien entre haut potentiel et perversion narcissique. Mais pourquoi il y a un lien? Parce que, je vais vous dire un truc, et c'est pas un reproche, et c'est pas une critique. Les personnes qui ne sont pas forcément... Parce que dans les hauts potentiels, il y a plusieurs choses, d'accord? Il y a les gens qui ont un fort QI. Il y a les gens qui ont un fort QI et de la sensibilité qui sont hypersensibles. En fait, les surdoués de quotient intellectuel n'ont pas forcément cette hypersensibilité que le haut potentiel qu'on appelle zèbre avec hypersensibilité possède. Alors, je sais qu'il y en a plein qui vont crier « Ah, mais c'est n'importe quoi ce que tu racontes !» Vous pensez ce que vous voulez. La réalité, c'est qu'il y a des surdoués dont c'est juste le quotient intellectuel qui est élevé, c'est-à-dire ils vont pas avoir l'hypersensibilité du toucher, de l'ouïe, de l'odorat, de la vue, etc. Ils vont pas avoir une périphérie très ouverte sur le côté là où je peux voir extrêmement loin comme les hypersensibles. Parce qu'il y a des gens qui sont juste hypersensibles et qui n'ont pas de haut potentiel intellectuel, créatif et émotionnel. Et donc leur sensibilité, elle va être sur un ou plusieurs sens. Et c'est pas pour autant qu'au niveau de leur QI, ils vont avoir un potentiel. C'est pas parce qu'on a un fort QI ou qu'on a un bas QI qu'on est moins bien ou qu'on est meilleur que quelqu'un. Ok, c'est nul de penser comme ça. On est tous ce qu'on est. C'est juste en fait les niveaux de prise en compte, d'accord? C'est les niveaux de prise en compte et de conscience qui varient. Et donc quelqu'un qui a un zèbre, et je reprends ce terme que nous avait donné, je sais plus qui nous a donné, il y a tellement de gens qui l'utilisent, c'est pas Christelle Albaret, je crois que c'est quelqu'un d'autre. Il y a une psy à la maison qui l'a repris, Christine Mortermet pour ceux qui connaissent, toutes ces vidéos-là sur les pervers narcissiques, Clotilde Poinvilliers, la fille qui a l'étabulation d'un petit zèbre, voilà, tous ces trucs-là, toutes ces personnes-là et tout ce qu'elles ont créé font que ce sont des mots. Mais il y a quelqu'un d'autre... Enfin bref, si vous écoutez tous ces gens sur le haut potentiel, c'est toujours la même chose qui revient, qu'en fait, les gens qui sont hypersensibles, donc avec haut potentiel ou sans potentiel, donc je m'adresse bien à ces gens-là, en fait, le truc, c'est que comme on est sensible, d'accord, donc on est sensible émotionnellement, on est sensible en tant qu'individu, on va beaucoup plus douter que nous-mêmes qu'une personne qui ne doute pas d'eux-mêmes. Oui, c'est logique ce que je dis, mais il y a des gens en fait ils se posent pas de la question, ils vont pas douter d'eux. C'est tellement facile à expliquer et en même temps c'est tellement difficile à concevoir quand on ne le vit pas. Ce qui fait qu'on est plus sensible à un pervers narcissique, c'est aussi le fait qu'on ait des sensibilités. On va davantage accepter que l'autre nous remette en question. On va davantage douter de nous-mêmes. On va soi-même se remettre en question en permanence. Ce qu'une personne qui n'est pas dans l'hypersensibilité, ce qu'une personne qui n'est pas dans ce haut potentiel, donc c'est-à-dire un potentiel intellectuel, émotionnel et créatif avec hypersensibilité fort, toutes ces personnes-là qui n'ont pas tout ça,
Elles ne sont pas en train de se remettre en question en permanence. Elles ne sont pas en train de douter en permanence. Elles ne sont pas en train en permanence de croire que l'autre a peut-être raison, même si tous nos sens sont en alerte. Tout notre corps nous dit que non, l'autre n'a pas raison, qu'on devrait s'écouter, etc., etc. On a une sensibilité, on a une telle connexion à soi que, en fait, c'est pas qu'on en devient instable, c'est qu'on se pose des questions. Toutes ces questions qui tournent dans notre tête, plus pour certains, la pensée en arborescence, donc tadadadadadam, avec tous les liens qu'on fait, etc., qui fait que pendant ce temps-là, bah, on se rend pas compte que l'autre, il est juste linéaire, il essaye juste de nous casser, en fait, il essaie juste de nous faire du mal. Nous, en fait, quand on va vivre quelque chose de l'ordre de quelqu'un qui nous humilie ou de quelqu'un qui nous dénigre ou quoi, ben en fait on peut avoir tellement de compassion et d'empathie, c'est ça qui est aberrant, c'est que c'est pas qu'on va lui donner des excuses, mais on va aller chercher pourquoi, la raison en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière, quelle est l'intention. Ben oui, c'est formidable quelque part d'aller chercher l'intention positive, et c'est vrai qu'en PNL, on apprend vraiment ça, que il y a toujours une intention positive, même derrière le plus grand des dealers de drogue, même derrière le mafieux, même derrière celui qui apparemment t'a agressé. Bon, moi j'y crois, mais qu'à moitié, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne elle a une pathologie, donc elle a un fonctionnement du cerveau qui est déséquilibré, elle a un cerveau qui est dysfonctionnel par rapport à la norme, même si le mot dysfonctionnel paraît un peu barbare, ce que je veux dire par là, c'est que les fonctionnements traditionnels qu'un humain a, lui, ça va être autre chose, et ça va être non bénéfique, c'est-à-dire que autant pour la société que pour les individus qui fréquentent. C'est ce qui se passe avec le narcissique. Il a des idées grandioses et plein de choses, je vais pas vous répéter sans arrêt la même chose. Et du coup, bah, en fait, si au niveau de son cerveau et de son estime de lui, de ses émotions, de ses traumas, enfin si plein de choses étaient, on va dire, beaucoup plus construit comme en fait les autres, comme dans les autres cerveaux, ben il y aurait pas tout ça. Donc pour moi l'intention, le fait d'avoir une bonne intention de faire quelque chose de mal, ne fonctionne plus à partir du moment où on est sur des pathologies de ce type-là. Et notamment ben, tout ce qui est sociopathie, psychopathie, où les émotions ne sont pas perçues pareil. Et le narcissique, ben là c'est quelque chose de différent, parce que le pervers narcissique, je parle du pervers narcissique, pas juste de celui qui a le trouble, parce que pour moi il y a une différence entre les deux, parce qu'il y a vraiment cette notion de perversion. L'idée d'être grandiose et tout, ça suffit pas, d'accord. Quand on a un pervers narcissique en face de soi, c'est démentiel, on est vraiment sur quelque chose de démentiel et d'illimité, mais bon, ces gens-là sont illimités de toute façon dans la manière dont ils traitent l'autre comme objet. Le sociopathe, psychopathe et le narcissique, vraiment, ils sont illimités dans la manière dont ils nous traitent. Et donc nous, en tant qu'hypersensibles, on va pas comprendre qu'on est traité comme un objet. On va pas comprendre que faut arrêter en fait de leur donner des excuses, faut arrêter de se remettre en doute et en question parce que l'autre a le droit d'exister, l'autre a le droit de ressentir des émotions, peut-être qu'il a souffert dans son enfance, et gna 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 ça tue. Moi, je vais vous dire un truc. D'avoir donné une deuxième chance, d'avoir eu cette sensibilité, cette empathie, cette compassion à l'égard de ma mère, ben ça a failli me foutre en l'air, en fait. Et ça m'a fait beaucoup de mal pendant très longtemps, en fait. Et ça, faut arrêter avec ça. Mais vraiment, urgence, quoi. Arrêtez. Arrêtez de toujours chercher le bien derrière quelqu'un, etc. Il y a des gens, ça leur fait juste plaisir de faire du mal. Et ça, c'est une notion, même moi, je comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. C'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Je fonctionne pas comme ça. C'est un autre monde. Comme dit Christine Mortamet, ils ne nous comprennent pas et on ne peut pas les comprendre. C'est un truc de dingue. Et c'est cette sensibilité en nous qui est fabuleuse, qui est extraordinaire, qui est bénéfique, c'est vrai, quoi. Avec ça, on a un lien avec les gens dans la manière dont on va les écouter, la manière dont on va les prendre en compte, la manière dont on va les considérer. Mais on n'est pas capable de se considérer. Vous savez, c'est ça le danger de cette hypersensibilité, le danger d'être ce haut potentiel ou je ne sais quoi pour ceux qui sont là-dedans, qui se pensent être haut potentiel ou qui ont eu la confirmation par des tests ou quoi que ce soit, quelle que soit la confirmation que vous avez eue. Le risque, hein, si vous êtes dans ces sensibilités-là, c'est en fait de vous oublier. C'est de plus considérer que vous aussi, vous avez le droit d'être sûr de vous. Vous aussi, vous avez le droit d'avoir des émotions. Vous aussi, vous avez le droit d'avoir des ressentis, qui fait que quand vous avez un doute, oui d'accord, vous avez un doute, mais vous savez quoi? Recentrez-vous sur vous 2 secondes. L'autre existe, mais vous aussi dans la relation, vous existez. C'est l'histoire de Batman et du Joker. Pourquoi? Parce qu'à des moments, Batman, il laisse tellement
le Joker prendre de l'emprise sur lui parce qu'il fait du mal, parce que le Joker a décidé, je sais pas, de tuer l'art journaliste à la télé, enfin ça dépend de ce que vous lisez, à un moment il est dans un parc d'attractions, bref, il prend toute la place. Que Batman n'existe plus que dans sa sensibilité à le détruire ou à l'emprisonner lui. C'est-à-dire qu'en tant qu'individu, Batman a disparu. C'est-à-dire que le super-héros qui a une vie, parce que c'est un masque, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière le masque. Ça veut dire que normalement, il a aussi le droit d'avoir une vie de famille. Il a aussi le droit d'avoir... Batman, c'est aussi quelqu'un qui est... C'est pas un actionnaire, mais c'est quelqu'un qui possède des actions. Bon, bah ça veut dire qu'il a un métier, il est dans les finances. Normalement, tout ce qui est bourse, algorithme et tout ça, il est censé s'y intéresser un peu. Il est censé prendre des choix, être chef d'une entreprise. Qu'est-ce qu'il est aussi? En fait, tout ça disparaît. Ses passions disparaissent. Son identité d'homme disparaît. Ses besoins d'être en lien avec la société, c'est-à-dire avec ses amis, de se créer une famille, disparaissent. Pourquoi? Parce qu'il se fait aspirer parce que ce que le Joker fait de lui à travers ses comportements. Quand le narcissique vous traite comme un objet, vous vous faites aspirer dans l'objectisation ou l'objectivation ou l'objectif je ne sais quoi, comment ça se dit, mais peu importe, ça m'est égal. Et les petits gens qui vont être en commentaire, oui, ça se dit comme ça, je m'en fous, je dis ce que je veux, c'est ma vidéo, c'est ma chaîne. Voilà. C'est ça, être maître de son pouvoir, c'est que, en fait, peu importe ce que la personne dira de vous, vous vous en foutez, ça vous atteint pas, ça vous fait pas mal, parce que vous avez repris les rênes de votre vie. Et donc, quand vous restez, vous acceptez, entendez bien ça, quand vous acceptez de garder la place d'être l'objet d'eux, ou d'être utilisé par la personne narcissique qui abuse de vous, ben vous entretenez les comportements qu'elle a envers vous, et malheureusement, vous disparaissez en tant qu'identité. D'ailleurs, ça c'est l'une des choses que l'on vit quand on est... en lien avec un narcissique et qu'on en sort, on sait plus qui on est. Qui est d'ailleurs, en fait, une réaction traumatique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand on a vécu des gros traumas et quand on a été en lien très longtemps avec notre agresseur, le parent narcissique pour moi étant l'agresseur, ben en fait, il y a un moment donné, on se déstructure à l'intérieur et on sait plus qui on est. On sait plus qui on est pour plein de raisons. Dans le trauma, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais je sais pas si vous l'avez bien compris, c'est qu'on peut aussi capter l'identité de l'autre et intégrer l'identité de notre agresseur en nous. Et c'est pour ça que parfois il y a des gens qui pensent devenir fous. C'est ce que disait Muriel Salmona quand elle disait qu'elle a traité des personnes issues des attentats du Bataclan. À un moment donné, il y a un de ses patients qui a vu à la télé, ou je sais plus si c'est l'une des personnes s'est fait arrêter, et ben en fait il s'est mis à rire. Il a eu un éclat de rire comme l'éclat de rire qu'il avait entendu quand il a vécu l'attentat. Et il a appelé d'urgence, en fait, sa psychologue en lui disant « Mais je suis devenu fou, faites quelque chose, enfermez-moi ou je ne sais quoi. » Je sais pas, j'étais pas là, donc je ne fais que répéter la version que j'ai entendue sur YouTube. Et du coup, en fait, la personne lui a expliqué que, en fait, ben, c'est pas qu'il est devenu fou, c'est que quand on a subi beaucoup de traumas, d'agressions, on a tendance à avoir des comportements, des paroles ou des réactions qui ne nous appartiennent pas, qui sont celles de l'agresseur et qui rentrent de manière insinueuse en nous. C'est immonde, n'est-ce pas? Donc, je voulais vous faire cette vidéo parce que la problématique du Batman et du Joker, c'est celle-ci. C'est que le Joker fera toujours en sorte que Batman existe dans son monde, parce que sans Batman, le Joker n'est plus rien. Sans vous, votre personne narcissique, l'entourage que vous avez qui est narcissique, les personnes qui vous font du mal, sans vous, elles ne sont rien. Donc vous avez une solution qui est incroyable, c'est de partir. C'est de ne plus être en relation avec ces gens-là, parce qu'ils feront toujours tout pour que vous réagissiez, parce qu'ils savent que vous avez cette sensibilité en vous, qui est une sensibilité magnifique, d'accord? C'est quelque chose de sublime, c'est extraordinaire ce que vous avez en vous. C'est même un don, c'est un don incroyable d'avoir autant d'amour, de compassion, d'émotion, de pouvoir toujours écouter les autres, vous intéresser aux autres, d'être dans le don. Il faut aussi savoir recevoir, hein, c'est important, d'accepter de recevoir, d'accueillir, voilà, accepter quand on vous tend la main, ne pas forcément refuser parce que vous devez rester seul et vous débrouiller tout seul. Non, vous avez aussi le droit d'être aidé par des amis, par votre famille, etc. Et toutes ces émotions que vous avez en vous sont une force. La problématique, c'est quand vous les utilisez à perte avec des gens qui font en sorte que ça devienne une arme contre vous. Batman devient sa propre arme parce qu'il s'auto-détruit dans cette relation avec le Joker, d'accord? Quels que soient les comics ou les films que vous avez vus sur Batman et le Joker, cette psychologie, c'est une psychologie à effet miroir. Aussi longtemps que vous resterez en lien avec votre agresseur, vous continuerez de subir
parce que c'est une forme d'acceptation d'être dans la relation. Oui, je sais, c'est très dur d'entendre ça. C'est très dur de se dire, oh, je sais, je ne vous sentez pas coupable. C'est quand on monte en niveau de conscience, quand on comprend de mieux en mieux ce qui nous arrive, on comprend que en fait c'est ce qui s'est passé, mais attention, encore une fois, c'est de manière inconsciente et involontaire de votre part, d'accord? Entendez bien ça, c'est inconscient et involontaire. Vous avez absolument pas du tout envie. Mais c'est juste que dans votre tête, vous ne savez pas que vous pouvez avoir autre chose. On en revient à la peur de l'inconnu et au fonctionnement du cerveau, qui fait que comme c'est tout ce que vous connaissez, qui êtes-vous? Qui est Batman s'il arrête d'arrêter les malfrats? S'il arrête de s'en prendre au Joker? S'il arrête de courir après les Jokers? Mais qui est Batman? Qui est-il dans son identité, dans son individu? Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle carrière, quelle famille, quelle vie va-t-il mener? Si du jour au lendemain, il perd en fait ce lien au mauvais, ce lien au Joker. C'est là qu'on en revient à l'identité. Et vous imaginez pas à quel point ça c'est important. Pourquoi je prends de la connaissance de soi? Parce que si vous ne savez pas qui vous êtes en dehors de ce lien avec votre Joker, alors votre identité, vous êtes perdu et vous n'arriverez pas à vous construire et à sortir de lien et vous allez revenir vers le Joker. Aussi longtemps que vous ne savez pas qui vous êtes en dehors de cette personne, c'est-à-dire que vous n'avez pas retrouvé votre bon narcissisme, parce qu'on est tous narcissiques et qu'il y a du bon narcissisme aussi. Aussi longtemps que vous ne savez plus qui vous êtes en dehors de cette relation qu'il y a entre vous avec cette personne qui vous fait du mal, alors oui, vous êtes un peu foutu. Désolée de vous le dire, vous êtes un peu fichu. C'est pour ça que c'est important de regarder en vous, de vous recentrer, d'aller voir ce qui se passe en vous, qui vous êtes en dehors de ça, quelles sont vos passions, quels sont vos plaisirs, qu'est-ce qui vous fait plaisir, est-ce que vous avez envie d'aller en ville, faites-le, même s'il hurle, ne faites-le parce que même si vous le faites pas, il va continuer à vous faire du mal. Que vous preniez la décision ou pas, de vous oublier ou d'exister, dans tous les cas, il vous fera du mal. Plus vous allez prendre la décision d'exister, d'apprendre à vous connaître et de mettre en place des choses qui sont bonnes pour vous dans votre quotidien, à travers le fait que vous allez voir vos amis ou que vous sortez, que vous faites des activités sportives ou culturelles, plus vous allez mettre ça en place, plus vous allez retrouver une place en vous-même. Et cette personne, petit à petit, en fait, vous allez l'expulser. Sans même vous en rendre compte, elle va disparaître. Parce que vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin d'elle. Vous n'avez pas besoin d'être en lien avec quelqu'un qui vous fait du mal. Déjà parce que vous pouvez être heureux tout seul avec vous-même, vous faites beaucoup de bien tout seul, donc pourquoi continuer une relation avec quelqu'un qui vous fait du mal? Ça n'a absolument aucun sens, on est d'accord, mais on n'en est pas là quand on est dans la relation, c'est ça le problème. Et pour en sortir, il faut que vous vous construisiez. D'accord? Il faut enlever ce masque du Batman. Il faut savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le masque du Batman. Et les jokers, faut les laisser là où ils sont. Vous n'avez pas besoin d'un joker pour vivre. Vous n'avez pas besoin d'être en lien avec le joker pour exister. Le jour où vous enlevez votre masque de Batman, déjà, vous faites perdre du pouvoir à ce joker. Parce que ce joker qui va taper dans toutes vos sensibilités, quand une réflexion vous fait mal, parce que quand on est hypersensible, la moindre réflexion est douloureuse. La moindre réflexion nous remet en question. La moindre réflexion nous fait qu'on s'écroule de l'intérieur. Surtout quand on a été maltraité dans l'enfance ou avec nos relations amoureuses ou affectives, amicales, etc. Donc il va jouer de ça. C'est pour ça qu'il est important d'être solide, stable et de vous construire dans votre intériorité. Parce que le jour où vous lâchez prise sur ce que cette personne pense de vous, sur la manière dont elle a de vous juger, sur la manière dont elle a de dire des choses méchantes, humiliantes sur vous, le jour où vous lâchez prise là-dessus, le masque de Batman disparaît et vous vous construisez enfin. Parce que vous n'autorisez plus cette personne à avoir de l'importance sur vous. C'est l'histoire du Batman et du Joker. D'accord? C'est vraiment ça. C'est le Joker a du pouvoir sur Batman parce qu'il sait que si il n'était pas là, Batman ne serait rien. Que Batman a besoin du Joker pour vivre. Que Batman a besoin de cette psychologie complètement défaillante et complètement narcissique et complètement psychopathique, parce que franchement, je pense que le Joker est limite un psychopathe. Pour moi, c'en est un, clairement. Et donc, tant que le Joker a compris que vous allez être son petit objet, il va continuer. Et le jour où Batman il dit non, en fait je suis pas un objet, je suis un être à part entière, je suis une entité à moi toute seule, une entité vivante, pas une entité spirituelle, quoi qu'on a de la spiritualité en nous, oui, alors les jokers, je m'en tape en fait, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Ces gens-là qui sont complètement fous, c'est quoi? C'est pas mon problème. Ils sont dans la société, mais il y a des lois dans la société, il y a des gens qui peuvent s'occuper d'eux, dont c'est les métiers. Oui. Oui, en fait. C'est pas votre métier de rester en lien. C'est pas votre devoir de rester en lien. Et c'est pas votre rôle de devoir sauver cette personne-là. Ou de devoir être sa victime, sa proie. Et vous pourrez pas la changer. Par contre, vous pouvez changer la manière dont le lien est construit. Et vous pouvez réapprendre à vous construire. Et c'est très dur, de se reconstruire. Et de croire qu'on peut se reconstruire. Ça dépend que de vous. Jusqu'à quel point pensez-vous
que vous avez besoin de cette personne qui vous fait du mal? Vraiment, vraiment, non mais répondez à cette question. Jusqu'à quel point pensez-vous que vous avez besoin d'elle? En quoi c'est bon pour vous de rester en lien avec quelqu'un qui vous traite mal? Quand vous aurez répondu à cette question, vous pourrez commencer à rentrer dans l'acceptation. Quand on accepte ce qui se passe avec la personne, exemple, je vais parler de ma mère puisqu'on en est là et après je finis la vidéo. En quoi c'était bon de rester en lien avec ma mère? Ben, je sais pas ce que j'aurais répondu en tant qu'adolescente. En tant qu'adolescente, je pense que j'aurais répondu, ben, déjà j'avais pas le choix. C'est ma mère? Oui. Ah bah non. Ah bah non. Moi, je vais vous dire une chose. Je suis plus une ado, hein, je suis une adulte, hein. Non. C'est pas parce que c'est ma mère que ça justifie qu'elle me traite mal et que je reste en lien avec elle parce que c'est ma mère. Non. Jamais de la vie. Alors, je sais que beaucoup ne comprennent pas ça, mais parce que beaucoup n'ont pas de parents maltraitants. Ce n'est pas parce que cette personne est votre parent ou est votre conjoint que ça justifie que vous restez en lien avec elle alors qu'elle vous fait du mal. Non, je sais que c'est très dur à comprendre. Quand on n'a pas eu de parents maltraitants, quand on n'a pas été maltraité, les gens ne comprennent pas ça. Je ne m'adresse pas à eux, je m'adresse à vous. À vous qui avez été en lien ou qui peut-être être encore en lien avec cette personne. Ce n'est pas parce que cette personne a le titre de parent, ce n'est pas parce que cette personne a le titre de frère ou sœur, ce n'est pas parce que cette personne a le titre de conjoint que vous devez rester en lien avec elle. Absolument pas. À partir du moment où une personne vous traite mal, c'est on ferme la porte, c'est non. Cette personne vous viole, cette personne vous frappe, cette personne vous humilie, cette personne vous dénigre, cette personne vous fait du mal psychologiquement, c'est non. Je sais que c'est très dur à comprendre. Oui, mais c'est ma mère et ma mère. Non. Non. Oui, mais c'est mon père et mon père. Non. Non. Oui, mais parce que c'est mon père quand je peux. Non, en fait. Non. Oui, mais après je le vois plus. Non. Oui, tu le vois plus. Pourquoi tu le vois plus? Parce qu'il te fait du mal. Oui, mais après, comment je vais faire parce que c'est de la famille? Stop, stop. C'est pas, ah oui, mais c'est la famille, il faut bien. Non. Tous les gens, le nombre de fois où j'entends ça, ah oui, mais c'est la famille. Non, stop. Franchement, si vous saviez ce que j'avais envie de vous dire, stop. La famille, c'est pas une excuse pour vous faire du mal, d'accord? Une famille saine, vous savez ce que c'est une famille saine ou pas? Ben oui, des fois on peut être en conflit, on peut ne pas être d'accord, on peut s'énerver. Mais une famille saine, je vais vous dire un truc sur l'amour inconditionnel. Si jamais votre sœur vous demande de garder vos enfants et que vous n'êtes pas disponible, peut-être qu'elle va être fâchée, peut-être qu'elle va être pas d'accord ou je ne sais quoi. Mais si elle a vraiment de l'amour inconditionnel pour vous, elle vous aimera toujours et elle restera toujours en lien, même si par moment elle a besoin de vous et que vous êtes pas disponible parce que vous avez une vie. Elle va entendre, comprendre, conscientiser que vous aussi, vous existez et que vous n'êtes pas là pour la servir. C'est pareil pour votre mère, c'est pareil pour votre père, c'est pareil pour votre conjoint. Une relation devrait être facile. Non pas facile dans le sens pas de conflit, pas de dispute, pas de désaccord. C'est pas ça. Facile dans le sens où vous savez que même si la personne, elle n'est pas d'accord avec vous et elle risque d'être un peu, ah mais t'es pas là, d'être un peu fâchée ou je ne sais quoi, elle va accepter votre décision. Elle va accepter que c'est votre point de vue. Elle va accepter que c'est votre façon de vivre. Elle va accepter que ce qui est bon pour vous, ben c'est comme ça et c'est pas autre chose. Elle va l'accepter. Et vous allez continuer d'être en lien avec elle. Même si parfois c'est pas évident, même si parfois on ne comprend pas l'autre, même si parfois on n'est pas d'accord, même elle va accepter. Parce que c'est de l'amour inconditionnel. L'amour conditionnel, c'est ah, bah tu veux pas garder mes enfants? Bah très bien, bah tu vas voir ce que je vais te faire. Tu vas voir. Et puis compte pas sur moi hein, pour ceci, cela. Hein. Et puis de toute façon, je suis même pas étonnée, ça m'étonne pas de toi. De toute façon, t'es pas ma sœur. Ça, c'est pas de l'amour inconditionnel. Hein. Ça, c'est du chantage affectif. C'est de la vengeance. Et c'est prendre le pouvoir sur l'autre. Donc, si on vous parle comme ça, ou si les gens se comportent avec vous comme ça, ben, je suis désolée de vous le dire, mais c'est non. Et en fait, je suis même pas désolée, c'est non. Et ça change toute votre vie. Ah, on va leur donner des excuses. Encore, encore, encore et encore. Mais donnez-leur des excuses. Continuez à leur donner des excuses. Allez-y, faites-vous plaisir. Donnez-leur toutes les excuses que vous voulez du monde. Allez-y. Et puis, posez-vous la question, mais dans 2 mois, ça donne quoi? J'ai mieux encore. Dans 5 ans, ça donne quoi? Dans 10 ans, ça donne quoi? Et dans 20 ans, ça donne quoi? Et ça vous fait mal quand vous y pensez? Est-ce que ça vous fait mal de vous imaginer que dans 5 ans, tous les jours de votre vie, ça va être la même chose? Tous les jours de votre vie pendant 5 ans? Et 10 ans? Et 15 ans? Et 20 ans? Jusqu'à votre mort? Jusqu'à votre mort? Allez-y, allez-y, projetez-vous. Alors, vous en êtes où à votre mort? Vous êtes en paix avec ça? Vous êtes d'accord avec ce qui s'est passé? Vous acceptez d'avoir souffert autant? Je vais vous dire un truc, c'est entre vous et vous. Moi, j'ai décidé d'arrêter d'être le Batman de ma mère. J'ai décidé d'arrêter d'être un Batman. Je suis aujourd'hui une personne
à part entière. J'ai toute mon individualité, si je puis dire, avec mes défauts, j'ai accepté mes défauts, avec mes qualités, avec mes moments où je suis pas en accord avec les gens, etc., etc. Et plein de choses derrière. Ben vous savez quoi? Ben je fréquente plus ces gens-là, et ça fait du bien. Et toutes les personnes que je rencontre aujourd'hui, ce sont des personnes extrêmement bienveillantes. Et il a fallu que je passe par toutes ces étapes-là, où j'étais en perte d'identité, où il a fallu que j'apprenne à me connaître, où il a fallu que j'accepte toutes les parties de moi, où je me suis laissée maltraiter par ma mère. Il a fallu que j'accepte que personne ne me comprendrait, parce que je vous parle de ça. euh, J'avais 19 ans, donc ça date. Donc c'était une période où le mot pervers narcissique n'était pas du tout utilisé sur les chaînes internet, sur YouTube, dans les articles, c'était pas du tout utilisé. Et pourtant, Paul-Claude Racamier a commencé avec cette notion-là dans les années 80. Donc ça date, mais c'était pas du tout une notion qui était rentrée dans l'inconscient collectif. Donc voilà, donc pour moi, je pouvais pas en parler de ce que je vivais, je pouvais pas expliquer parce que les gens avaient tendance à me dire ah oui mais c'est ta mère. Non, stop en fait, non. Et alors? Et alors? C'est ma mère et donc je dois la laisser me maltraiter et donc elle a le droit de me frapper et donc elle a le droit de faire ce qu'elle veut avec ma vie? Non, jamais, jamais, mais jamais de la vie. Ça, les gens qui l'ont pas vécu peuvent pas le comprendre, donc ils auront ce genre de réaction. Euh, mais c'est normal. Peut-être qu'ils n'ont pas assez d'empathie ou de compassion pour se mettre à votre place. Ils savent pas ce que c'est que de se faire maltraiter. Moi, je sais pas ce que c'est que d'avoir vécu la guerre. Je sais pas ce que c'est que d'avoir vécu une inondation, de pas avoir assez d'eau, de pas avoir assez à manger. Donc, je peux pas comprendre ce que ces gens-là vivent. Par contre, j'irai jamais leur dire à leur place ce qu'ils font c'est bien ou pas. Et vous voyez, c'est ça la différence entre quelqu'un qui qui va avoir de l'écoute, de la bienveillance et de l'accueil envers qui vous êtes. C'est que quoi que vous fassiez, il va vous accepter tel que vous êtes et il va pas vous juger. Alors qu'une personne qui est beaucoup dans le jugement, elle va dire ah mais c'est mal ce que t'as fait. Mais qu'est-ce qui est mal? De me laisser maltraiter, de me laisser violenter, de subir un climat incestuel, de me faire voler mon argent, quoi d'autre encore? De me faire dire que je suis une merde, d'avoir une mère qui a pas voulu que je fasse des études, qui m'a pas mis à l'école quand j'étais une gamine parce qu'elle voulait que je reste à la maison. Non mais vous êtes sérieux là? Non, je crois pas, non. Non, non, je crois pas que ça justifie le fait de rester en lien avec une personne. Non, 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 non plus. Une personne qui m'a fait croire que j'étais grosse, que j'étais une mauvaise personne, que j'étais coupable de tout, coupable de manger, coupable de pas manger, coupable d'exister, coupable de ne pas exister. Et je peux continuer comme ça pendant longtemps. Donc non, en fait. Non. Enlevez votre masque de Batman et laissez le Joker là où il est. On s'en fout du Joker, d'accord? Enlevez votre masque et allez chercher qui vous êtes. C'est ça l'important. Et tant que vous ne ferez pas ça, bah vous resterez en lien avec ces gens-là. Parce que comme je vous l'ai dit dans une des vidéos où je parle du trauma, quand on a déjà eu des traumas, au niveau de la psychologie, on est détectable par les prédateurs pour être des proies. D'accord? C'est une notion que les psychologues connaissent à cause des traumas. Enfin bon, bref, allez voir Muriel Salmona qui en parle sur YouTube, elle a des conférences, etc. Et elle explique bien cette notion où quand on a déjà connu des choses difficiles dans l'enfance et dans la petite enfance, on est de nouveau sujet à être une proie pour ces gens-là. Et donc pour arrêter d'être une proie, bah, il faut prendre soin de notre trauma. Il faut aller chercher le trauma, lui dire bonjour, lui dire on va voir ensemble ce qu'on peut faire pour que tu ne me fasses plus souffrir. Et puis à bientôt, je te dirai au revoir. Et quand vous aurez dit au revoir à votre trauma, ben vous serez de nouveau plus aligné avec vous-même, davantage solide, comme une barre métallique bien solide qui est en vous. Et ça, ces gens-là, ben, en fait, ils auront plus de pouvoir sur vous. Le Joker, il aura beau vous tenter. Parce que ce qui pêche dans toute cette histoire, c'est qu'on réagit. On réagit de par notre hypersensibilité, du par le fait qu'on est sensible à tout ce qui se passe autour de nous, à tout ce qui se passe en nous, à tout ce qui se passe en lien avec cette personne. Et cette sensibilité, quelque part, elle va nous piéger. D'accord? Et donc ça, c'est extrêmement important à comprendre. Vous avez le droit d'être sensible. Vous avez le droit de vivre avec votre hypersensibilité. Mais je vous invite à la garder en vous, avec vous, dans la bienveillance, dans l'amour, et à l'accepter dans un premier temps et à comprendre que vivre avec n'est ni un fardeau. C'est pas parce que vous êtes hypersensible que vous devez réagir à tout, dans le sens où, ben, si quelqu'un ça lui plaît pas, bah tant pis pour lui. Vous avez le droit d'être hypersensible. Vous avez le droit, voilà, d'avoir des difficultés à accepter les critiques, d'avoir des difficultés avec vos émotions, d'avoir des difficultés à comprendre que ben quelqu'un en fait peut être aussi maltraitant envers vous. Vous avez le droit. Juste ne laissez plus cette personne se servir de vous. Ne laissez plus cette personne retourner vos doutes, votre mise en question, votre pensée, en arborescence, la rapidité de votre pensée. Ça vous appartient, ça ne lui appartient pas. C'est vous qui pouvez décider de ce que vous en faites. Ne laissez pas quelqu'un d'autre décider à votre place de ce qu'il va en faire de cette sensibilité qui est dans votre intériorité et dans votre cerveau.
Voilà mes belles lumières, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais sans doute l'intituler Batman et Joker. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez été un Batman et si vous avez connu un ou plusieurs Jokers. Et sur ce mes belles lumières, je vous dis à bientôt et plein de bisous moustachus, d'amour et de lumière.